Bien, bonjour et bienvenue à tous. Il est bien sûr en fait de saison de s'échanger donc des vœux pour l'année qui commence. Et comme c'est un des rares rituels qui nous restent, qui arrive à persister dans nos sociétés dites avancées, profitons-en. Donc vraiment, tous mes vœux les meilleurs pour une année plus sereine et de meilleure santé aussi pour tout le monde pour 2017 et bientôt l'année chinoise du coq. Pas le coq gaulois, mais le coq chinois. Donc, quand on pense justement à ces rituels, on se rend compte finalement que ce sont des choses qui permettent justement de maintenir une certaine continuité. Parce que quelquefois, surtout dans l'époque que nous vivons actuellement, on se demande sérieusement dans quelle mesure ça a encore du sens de se souhaiter la bonne année au moment où on a à peine ouvert la bouche qu'il se passe quelque chose de terrible dans le monde. Et on se dit, tout ça c'est assez dérisoire, mais je pense qu'il faut continuer parce que précisément les rites, et nous en avons beaucoup parlé l'année dernière, je crois que ça les Confucéens l'avaient assez vite compris, que les rites c'est vraiment quelque chose qui permet de maintenir malgré tout une certaine continuité dans la vie humaine. Alors, on aimerait pouvoir dire, à la manière des Chinois de l'Antiquité, nous vivons sous le même ciel. Alors, pourquoi avons-nous autant de difficultés à partager la même terre ? Alors, cette notion d'un monde commun sous le même ciel et d'une terre qu'on est censé partager, nous avons vu comment cette notion se constitue et se déploie dans l'Antiquité chinoise avec des modalités particulières et spécifiques, bien entendu. Alors, le ciel chinois, nous l'avons compris, ça n'est ni le ciel des anges, ni le ciel des idées, mais c'est le ciel de la rotation des astres et de la succession régulière des saisons, en principe. Là, nous commençons à voir que s'installe une sorte de désordre cosmique qui était vraiment la plus grande crainte justement des gouvernants chinois. Donc, ce ciel, c'est donc évoque le mouvement circulaire donc de cette rotation des astres, alors que la Terre est l'espace aménagé pour être rendu vivable et habitable et qui est schématisé, comme nous l'avons vu, par le carré, autant que le ciel, lui, est circulaire. Alors le carré, quand on y pense, c'est la figure géométrique la plus stable qui soit. Et nous avons vu que cette figure carrée est en outre fortement centrée, puisqu'elle se construit à partir d'un centre et qu'elle s'organise autour de ce centre dans la mesure où le carré se découpe dans ce que nous percevrions comme une espèce de croix grecque et ce qu'en chinois on perçoit dans la forme de ce caractère qui se prononce en chinois moderne ya. Donc, cette croix grecque, si on la remplit, on obtient donc ce damier à 9 cases. En anglais, on parle de grid, c'est-à-dire une espèce de grille ou de quadrillage. Et on peut donc dire que la conception chinoise
antique du monde recherche une forme d'hyperstabilité, ce qui constitue un point crucial pour notre propos de cette année, qui est, je vous le rappelle, d'examiner de quelles différentes manières la prétention chinoise à l'universalité, ce que nous avons appelé la prétention chinoise à l'universalité, se conçoit avant tout en termes d'hyperstabilité et d'hypercentralité. Et donc, notre question cette année sera d'examiner comment cette hypercentralité, cette hyperstabilité se trouve déstabilisée précisément et décentrée du fait des rapports entre l'espace chinois et ses voisins, à commencer donc par l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre. Alors je fais encore une fois ce rappel parce que à l'issue du dernier cours, donc juste à la fin de l'année dernière, un auditeur qui venait tout juste d'entrer dans le cours se demandait, en fait, parce qu'il attendait une conférence d'1 heure sur un sujet particulier, j'ai dû lui expliquer que les cours du Collège de France se jouent sur une année, voire plusieurs années. Ce sont des réflexions à long terme. Alors, l'année dernière, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons beaucoup travaillé sur cette notion de continuisme, de continuité ritualiste. Et cette année, au fond, nous commençons sous le signe justement de la conception de l'espace chinois comme hyperstabilité. Et nous avons vu donc la dernière fois que le schéma originel de cette hyperstabilité fortement centrée s'est esquissé avec le geste fondateur d'un héros mythique qui aurait été le fondateur de la première dynastie héréditaire semi-mythique, donc des Xia, aux alentours du XXe siècle avant l'ère chrétienne, donc de ce Yu le Grand, donc, que vous voyez ici, représenté donc avec le bras levé. Et d'une certaine manière, nous avons ici, à travers la représentation du corps de Yu le Grand, au fond, ce geste fondateur qui ouvre l'espace. Et un espace qu'il va rendre justement habitable en arpentant la Terre et en y délimitant 9 secteurs, ou 9 régions, ou 9 provinces, si vous voulez, pour traduire cette notion de Jiuzhou. Alors, ce premier découpage géographique, il est dû justement à ce Yu le Grand qui a commencé par se signaler en domptant les eaux. Donc nous avons quelque chose qui s'assimile un petit peu au mythe qu'on trouve dans d'autres civilisations, donc des grandes eaux, de l'inondation, du déluge, et donc d'un héros civilisationnel, mythique, qui vient donc dompter les eaux. Et donc la mythologie chinoise a retenu le souvenir des traces des pas de Yu, donc qu'on appelle Yuji, qui sont en fait justement des traces qui sont des tracés de ces 9 secteurs sur la surface de la Terre et qui ont rendu donc cette Terre habitable. Alors, vous avez ici donc une phrase tirée d'un texte qui a été considéré comme canonique par la tradition confucienne, donc
il s'agit du commentaire de Zuo sur le Chunqiu, c'est-à-dire les annales des printemps et automnes. Alors, je rappelle rapidement que ces annales des printemps et automnes font partie du corpus des 5 classiques dits confucéens, donc dans la mesure où ce sont des annales du pays de l'eau, c'est-à-dire le pays originel de Confucius, même si il est fort à douter que Confucius ait quelque chose à voir dans la rédaction de ces annales, mais toujours est-il qu'il s'agit de ces annales du pays de l'eau sur une période dont Confucius a connu une partie. Donc, alors, dans ce Zuozhuan, donc ce commentaire de Zuo, vous trouvez la phrase suivante, donc Mang Mang Yu Ji, Hua Wei Jiu Zhou, Jin Qi Jiu Dao, Mi You Qin Miao, Shou You Mao Cao, Ge You You Chu. Donc là, peut-être que vous entendez justement probablement cet effet de rime entre Tao, Miao, Cao, etc. Donc, traduction, donc Mang Mang, c'est-à-dire donc immense, sans limite, et l'espace marqué par donc les yuji, c'est-à-dire les traces de Yu le Grand. Donc, Hua Wei Jiuzhou, il y a tracé donc les 9 régions ou provinces. Il a ouvert donc le réseau des 9 jiudao, donc des 9 routes, des 9 chemins ou des 9 circuits. Et donc sous-entendu, grâce à ce geste fondateur, donc le peuple a pu donc qimiao, donc littéralement avoir des habitations ou dormir en sécurité, et des miao, donc des temples pour pratiquer donc leur culte, et les shou, donc les animaux, ont pu avoir des herbages abondants donc pour pâturer. Donc là, nous avons un espace où chacun a pu trouver sa place et résider donc en paix. Alors, cette expression des traces des pas de Yu va progressivement et par extension signifier tout simplement le territoire de l'espace chinois et désigne en fait ce découpage géographique donc que j'ai appelé tout à l'heure donc les jiuzhou, les 9 régions ou les 9 provinces. Et de nombreuses preuves épigraphiques démontrent donc l'existence de cette expression toute faite bien avant l'instauration de l'empire centralisé des Qin et des Han, donc aux alentours du IIIe, IIe siècle avant l'ère chrétienne. Et nous avons donc un des premiers textes qu'on peut considérer comme des textes géographiques de la Chine, qui s'intitule donc le Yukong, c'est-à-dire donc le tribut de Yu le Grand, qui a été ensuite utilisé comme une sorte de manuel pour, ça c'est une dimension intéressante, pour le prélèvement de l'impôt. Parce que pourquoi au fond est-ce qu'il faut aménager donc la terre, tracer des routes, des voies, des circuits, pourquoi découper donc l'espace, c'est d'abord en pensant justement à l'aménagement donc d'une gestion administrative et par conséquent du prélèvement de l'impôt. Ça nous rappelle que nous y sommes tous soumis et que ça va bientôt nous tomber dessus. Donc, et donc cet aménagement du territoire implique aussi donc une appartenance à une sorte d'entité politique commune. Et donc, en somme, nous avons des pays qui se divisent
en petits carrés donc, de 9 provinces et qui s'insèrent à leur tour dans le grand carré donc, des 9 régions qui les contient tous. Donc nous avons un espace au fond qui s'organise en termes de damier, hein, de ce quadrillage en carré de 9 cases. Et donc on peut considérer que ces Jiuzhou, ces 9 provinces de la tradition, correspondaient à une grille d'organisation spatiale qui pouvait au fond être appliquée à tout type de territoire, tout type d'espace, et que ces grilles sous-tendaient la notion d'une appartenance à un espace et une identité définie. Alors, on a vu que ces Jiuzhou, donc ces 9 cases, se sont trouvées assimilées aux 9 carrés du damier, dont la structure est reproduite par excellence dans celle de la construction cosmologique du Mingtang, donc ici. Et ce Mingtang, vous vous rappelez que certains spécialistes l'ont appelé donc le palais de la lumière ou le palais des lumières, parce que c'est de cette construction cosmologique qu'était censée émaner donc disons, la lumière irradiante, on pourrait dire, de la vertu du souverain, du Fils du ciel. Et donc nous avions vu que ce Mingtang, que vous avez schématisé ici, est composé donc de 8 salles disposées donc en carré autour d'une salle centrale. Et selon le schéma cosmologique décrit dans certains traités ritualistes d'époque Han, donc là nous sommes au tournant de la chrétienne, donc selon ce schéma, le Fils du ciel est censé se déplacer d'une salle à l'autre, donc de manière circulaire, il y a une circumambulation d'une salle à l'autre selon l'ordre de succession des mois et des saisons, et c'est donc de ce Mingtang que le Fils du ciel proclame la nouvelle lune, en faisant ainsi de cette circumambulation une véritable symbolique, si j'ose dire, cosmopolitique. Alors cosmopolitique, à ne pas confondre avec le cosmopolitisme dont nous parlerons ultérieurement. Donc, on peut dire que ce carré en damier a servi de matrice à toutes les formes possibles de spatialisation et notamment les plans des villes. Alors, vous avez dans ce chapitre du Zhouli. Alors, le Zhouli, c'est littéralement donc les rites des Zhou, les Zhou étant cette grande dynastie, la première véritablement que nous connaissons par des témoignages écrits, qui a duré tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne, et donc c'est la dynastie sous laquelle Confucius a vécu, puisque Confucius, je le rappelle, a vécu entre le 6e et le 5e siècle. Donc ici, nous avons un traité sur les rites des Zhou, donc un autre de ces traités ritualistes qui aurait été compilé vraisemblablement à l'époque Han, et un petit peu comme le Li Jie dont nous avons tellement parlé, donc le traité des rites. Et ici, nous avons un chapitre qui s'intitule le Krao Gongji, c'est-à-dire donc les notes ou le mémoire sur Krao Gong, c'est-à-dire littéralement l'examen des travaux. Nous dirions en fait une inspection des travaux finis. Ici, il y a une sorte de système donc d'inspecteurs, donc on pourrait dire des travaux publics, pour traduire en termes modernes. Alors, dans ce chapitre,
vous avez quelque chose qui concerne donc les bâtisseurs, donc les Jiangren Yingguo. Donc les bâtisseurs tracent l'emplacement donc de la capitale du pays, hein, Guo. Je rappelais, me semble-t-il, la dernière fois que nous avons ici la notion du pays qui, comme vous le voyez, est rendue par un caractère carré, donc qui délimite un espace carré à l'intérieur duquel vous avez donc le graphème de la hallebarde qui symbolise donc le pouvoir militaire, la puissance militaire. Autrement dit, donc, un pays, c'est ça, c'est un territoire donc forcément carré selon la représentation traditionnelle chinoise, un espace, un territoire délimité avec une puissance militaire. Alors, Fang Jiuli Pang Sanmen, donc cette capitale du pays, forme un carré de 9 li de côté. Le li, c'est une unité donc, de distance. Alors, peu importe ce que ça vaut exactement, la valeur a changé au cours de l'histoire chinoise, mais on pourrait dire, en employant un terme un peu ancien, donc, elle forme un carré de 9 lieues de côté. Et chaque côté a Sanmen, donc 3 portes. J'ai eu l'occasion aussi, ces derniers temps, d'évoquer plusieurs fois donc, le graphème de cette porte, ces portes chinoises qui s'ouvrent à 2 battants, et vous avez parfois des composés, des caractères composés, où vous trouvez à l'intérieur de cette porte soit le graphème du soleil, donc ça vous donne un caractère qui se prononce en chinois moderne, donc tien, qui veut dire donc ce qui est entre, ce qui est intermédiaire ou intercalaire. Et nous avions vu également donc un caractère composé avec au milieu de la porte donc la figure du roi, donc les 3 traits horizontaux reliés par un trait vertical, et ça désignait donc ces mois intercalaires justement du schéma cosmologique dont nous avons parlé. Donc le roi qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte, c'est précisément donc l'évocation de ces mois intercalaires où le roi réside dans la salle centrale donc du Mingtang, du palais de la lumière. Et donc Guozhong, Jiujing Jiuwei, Jingtu Jiugui, donc à l'intérieur donc de cette capitale du pays, il y a 9 rues Jing et 9 rues Wei. Donc les Jing, c'est littéralement, donc ça désigne, vous avez ici dans ces 2 caractères, vous reconnaissez le même radical, c'est-à-dire donc sur la partie gauche du caractère, vous avez ce qu'on appelle la clé ou le radical, c'est-à-dire donc un graphème qui vous donne le champ sémantique du mot en question. Et ici, donc, vous avez dans ces 2 cas le radical de la soie, qui vous indique donc que Jing et Wei sont 2 termes qui se rapportent donc au textile, donc au travail du tissage. Et donc le Jing, c'est littéralement le fil de chêne, c'est-à-dire donc les fils verticaux, donc les rues verticales qui sont orientées sud-nord, et 9 rues horizontales, donc transversales, qui sont orientées est-ouest et qui sont donc le fil de trame dans le tissage. Et les rues verticales donc ont à leur tour 9 guei, c'est-à-dire littéralement des ornières tracées par les roues des chars, c'est-à-dire donc 9 voies de chars de large. Donc, autrement dit, les rues verticales sont les rues principales, en quelque sorte, donc, qui ont la priorité.
Donc, juste au passage, donc c'est Ting et c'est Wei dont j'ai souligné donc la métaphore textile. Précisément, ce sont deux caractères qui sont employés également pour désigner des corpus de textes. Alors, nos textes de racine. Oui, bonjour, bonne année. Donc, nos textes de racine latine rappellent aussi justement la métaphore textile. Donc, il n'y a pas que les Chinois qui parlent de textes en termes de tissu. Nous aussi, nous le faisons, et nous verrons aussi que dans la tradition indienne, donc les sutras sont aussi donc des textes qui comportent cette métaphore textile. Donc les jing, les fils de chaîne, sont donc les textes qui sont considérés comme principaux, fondamentaux, canoniques, et les wei, les fils de trame, sont les textes apocryphes qui viennent s'entretisser justement dans les textes principaux, les textes canoniques. Alors notre texte ici continue en disant donc zuo zu you shi, mian chao hou shi. Donc à gauche, vous avez donc Zuo, c'est-à-dire donc les ancêtres, c'est-à-dire le temple des ancêtres, et à droite, vous avez donc l'autel du dieu du sol. En face, Mian, vous avez Chao, la salle, la salle d'audience de cour, et Hou Shi, donc à l'arrière, vous avez le marché public. Alors là, vous avez une description tout à fait intéressante de la représentation idéale du plan d'une ville. Alors ici, il faut préciser que le texte se place donc du point de vue donc, du Fils du ciel ou du souverain, s'il s'agit donc du souverain d'un pays. Donc le souverain, quand il donne audience, et là je pense qu'il faut faire appel donc à un schéma, donc vous avez ici un schéma ancien, et ici vous avez la reproduction donc schématisée, donc vous avez toujours votre damier à 9 cases, et donc au centre vous avez ici le palais royal, ou la demeure donc, du Fils du ciel. Donc, quand le prince ou le souverain donne audience, il fait face à la cour, Chao. Donc ici, la salle d'audience est devant lui, c'est-à-dire au sud. Alors, en chinois, selon la tradition chinoise, faire face au sud, Nan Mian, c'est donc évoquer en soi, on n'a pas besoin d'expliciter, c'est une façon d'évoquer la position propre au souverain quand il donne audience, donc quand il reçoit ses ministres ou quand il reçoit ses invités, et c'est là aussi la position propre au maître de maison quand il reçoit des invités ou des gens qui viennent de l'extérieur. Donc la maison en fait est orientée vers le sud, et c'est par le sud qu'on accède donc à la pièce centrale. Donc votre souverain, il se tient au milieu, il a donc la salle d'audience devant lui. Alors, et donc il a sur sa gauche le temple ou la salle des ancêtres, c'est-à-dire à l'est, et à droite, c'est-à-dire à l'ouest, le tertre ou le temple du dieu du sol. Et il a donc le marché public derrière lui, Hou Shi.
Et tout autour, donc, vous avez les habitations du commun du peuple. Donc ça, c'est vraiment le schéma idéal. Alors, au fond, vous avez donc cette centralité du pouvoir avec le bon peuple autour. Derrière le palais royal, vous avez donc la dimension économique de la ville avec le marché, là où se pratiquent les échanges de biens. Et à l'est, vous avez donc le temple ancestral, c'est-à-dire donc le centre rituel, ou on pourrait dire le centre des activités religieuses. Et à l'ouest, vous avez donc ce fameux temple ou tertre du dieu du sol, qui marque donc le centre du pouvoir politique. Donc là, vous avez dans ce carré à 9 damiers, au fond, la concentration de tout ce qui fait donc une ville qui elle-même est une sorte de reproduction en miniature d'un pays, et le pays qui est lui-même une reproduction en miniature donc de tout l'espace, plus tard donc l'espace impérial. Donc là aussi, nous avions évoqué l'année dernière justement ce continuisme entre des cercles concentriques qui partent de la personne du souverain et qui s'étendent donc progressivement et de manière continue en cercle concentrique en passant par la dimension de la famille, ensuite la dimension de la communauté villageoise, ensuite le pays et ensuite tout simplement ouvert sur tout sous le ciel, sur le monde entier. Et donc ici, ce carré à 9 cases reproduit également ce schéma concentrique. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce schéma idéal, on l'a trouvé réellement, au fond, concrétisé dans un tracé en damier qui a été le plan des anciennes capitales impériales chinoises, par exemple Chang'an, l'actuelle Xi'an, qui a été capitale impériale des Han, donc pendant 4 siècles aux alentours du tournant de l'ère chrétienne, puis capitale aussi de la dynastie des Tang au 7e, 8e siècle. Et Trang a été, enfin, la Chang'an des Tang, Chang'an qui veut dire littéralement donc la longue paix, qui est devenue donc la paix de l'Ouest dans sa version moderne. Cette capitale de la longue paix a servi de modèle pour la capitale japonaise, Kyoto, donc en prononciation chinoise Qingdu, qui veut dire donc justement la ville capitale. Qingdu, Kyoto, et donc a aussi ce tracé en damier. Et là, je ne pense pas que ça ait un rapport, mais c'était également le tracé de Manhattan à New York. Donc ce qui rend très pratique de se déplacer à New York. Alors, vous avez ici une photo que j'ai prise moi-même tout récemment sur les murailles les anciennes murailles de Xi'an. Donc, vous voyez donc ces avenues extrêmement rectilignes. Là, vous avez justement ce qu'on a vu tout à l'heure, le fil de chêne, une des artères principales, et qui sont entrecroisées avec les artères secondaires, donc qui sont dans le sens est-ouest. Et sur les murailles actuelles de Xi'an, vous avez justement le rappel du tracé ancien. Mais vous voyez que dans la ville moderne, il y en a une sorte de souvenir. Ici, de même, vous avez donc ce tracé en carré. Et un livre qu'on peut lire donc, à propos justement de ces architectures ou de ces architectures urbaines de l'ancienne Chine, vous avez cet ouvrage de Paul Wheatley qui s'intitule donc The Pivot of the Four Quarters, a Preliminary Inquiry
into the origins and character of the ancient Chinese city. Donc, littéralement le pivot des 4 quartiers ou des 4 secteurs, une enquête préliminaire sur les origines et les caractéristiques de la ville ou de la cité chinoise ancienne. Donc un ouvrage qui date de 1971 mais qui a été extrêmement marquant et qui développe de manière très intéressante la conception de la ville ou de la cité comme centre cosmologique. Paul Wheatley emploie même le terme de cosmomagical, le cosmo-magique, donc centre cosmologique des activités religieuses, rituelles et politiques, comme nous l'avons vu. Et Paul Wheatley, ça c'était un petit peu la mode de l'époque, il établit un parallèle comparatiste avec les anciennes cités aztèques. Alors, on peut donc dire que le carré, c'est la représentation spatiale par excellence de toute organisation humaine et politique au sens donc très large du mot. Alors maintenant, nous allons voir comment cette figure du carré se traduit en termes de hiérarchisation humaine et civilisationnelle. Donc, nous disions tout à l'heure que nous vivons sous le même ciel et que nous partageons la même terre. Certes, nous la partageons, mais pas à égalité. Donc, il y a dans la conception chinoise donc, un espace hyper stable, mais qui est à la fois aussi hyper centré et qui, par conséquent, est un espace également hyper hiérarchisé, comme nous allons le voir dans ce texte. Alors là, vous dites « oula hein » quand vous voyez ces diapositives pleines de caractères chinois. Bon, mais n'ayez pas peur, vous voyez déjà en fait que j'ai disposé le texte de manière à faire ressortir encore une fois donc ces effets de parallélisme, et vous voyez très très bien rangé donc ce caractère guo, donc le pays, qui apparaît donc de manière extrêmement régulière et symétrique dans le texte. Alors, nous avons une fois de plus un extrait du traité des rites que j'ai largement cité, que nous avons lu ensemble l'année dernière. Et une fois de plus, il s'agit d'un passage du chapitre Mingtang Wei, c'est-à-dire donc littéralement des wei, des places ou des positions à occuper dans le Mingtang, c'est-à-dire ce fameux palais de la lumière dont j'ai beaucoup parlé ces dernières semaines. Alors le texte nous dit ceci: Xi zhe zhou gong chao zhu hou yu Mingtang zhi wei. Donc jadis, dans l'ancien temps, le duc de Zhou, alors le duc de Zhou, c'est un des souverains fondateurs de cette fameuse dynastie des Zhou. Donc nous sommes censés nous placer aux alentours de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, mais ici il s'agit en fait d'un texte qui a été en réalité compilé à l'époque Han. Donc nous sommes véritablement dans une espèce de reconstruction mythique. Donc dans l'ancien temps, le duc de Zhou, Chao, donc recevait en audience de cour les zhuhou, c'est-à-dire les princes feudataires. Nous dirions, si nous nous référons donc à notre système médiéval, donc que au fond le duc de Zhou, c'est le suzerain, et les princes feudataires, ce sont les vassaux. Hein. Mais enfin bon, donc le duc de Zhou recevait en audience de cour les princes feudataires, et chacun à sa place hein, dans le wei, dans le Mingtang. Donc ici, il s'agit de développer
ce que veut dire donc le chacun à sa place. Alors, Tianzi fu fu yi nan xiang er li. Donc, le fils du ciel, littéralement, est adossé aux des fous, ce sont des haches, c'est-à-dire donc il est adossé à un paravent qui est décoré de haches. Donc c'est un petit peu le rappel justement de la hallebarde comme symbole de puissance militaire. Donc il a derrière lui ce paravent décoré de haches et il lit, il se tient debout, Yinanxiang, c'est-à-dire donc face au sud. Donc là, dorénavant, vous comprenez que c'est la position privilégiée donc du souverain, de faire face au sud. Ensuite, vous avez, ligne suivante, les Sangong, c'est-à-dire donc les trois ducs, qui sont donc, on pourrait dire, les trois grands personnages du royaume. Zhongjie Zhiqian, Beimian Dongshang. Donc les trois ducs se tiennent devant l'escalier ou les marches centrales et ils font face au nord. Donc ça c'est logique parce que donc, les trois ducs, ce sont donc les trois grands ministres, personnages principaux du royaume, qui se tiennent devant les marches. Autrement dit, donc le souverain, lui, se tient sur une espèce d'estrade, et donc il faut monter donc, pour y accéder. Et les trois ducs se tiennent au bas des marches et ils font face au nord, c'est-à-dire que en fait, ils font face au souverain. Donc ils sont dans l'autre sens, ils font face au nord par rang de précédence à partir de l'est. Alors, ensuite, les Zhuhou Zhiwei, Zuo Jie Zhidong, Xi Mian, Beishang. Donc, ensuite, vous avez toute la hiérarchie justement des vassaux. Donc, on va passer par. Nous avons ici des traductions conventionnelles. Donc, nous sommes passés par les ducs. Ensuite, nous avons les marquis, les comtes, les vicomtes, les barons. Donc là, vous avez la reprise, enfin, d'une terminologie qui nous est familière, mais c'est une façon assez conventionnelle de traduire ces grades parmi les vassaux. Donc les places des marquis étaient à l'est de ces marches, face à l'ouest. Donc eux, ils sont sur le côté face à l'ouest, par rang de préséance à partir du nord. Vous allez voir, je vous montre tout de suite un schéma qui vous paraîtra plus clair. Donc les pays des comtes, Zhubo Zhiguo, Xijie Zhixi, Dongmian Beishang. Donc les pays des comtes étaient représentés à l'ouest des marches, faisant face à l'est par rang de préséance à partir du nord. Zhuzi Zhiguo, Mendong, Beimian Dongshang. Donc les pays des vicomtes se tenaient à l'est de la porte, faisant face au nord par rang de préséance à partir de l'est. Et enfin, donc Zhunan Zhiguo, Menxi, Beimian Dongshang. Donc les pays des barons étaient représentés à l'ouest de la porte, faisant face au nord par rang de préséance à partir de l'est. Alors là, je vous montre tout de suite en fait le schéma. Donc vous avez là aussi un schéma qui se présente en carré. Donc vous avez au centre le Tianzi, donc le fils du ciel, le roi, le souverain, enfin donc le chef en gros, donc le prince. Ensuite, qui est seul sur son estrade centrale, et cette estrade donc comporte évidemment des marches. Donc vous avez le fils du ciel qui fait face au sud, et en face de lui donc vous avez les trois ducs ici qui sont schématisés ici, qui se tiennent au bas des marches et qui font face au nord. Et ensuite vous prenez donc les vassaux par rang donc
de grades. Et vous avez donc à l'est les marquis, à l'ouest les comtes, à l'est de la porte les vicomtes et à l'ouest de la porte les barons. Donc tout ça donc, dans ce carré extérieur représenté par les vassaux. Enfin, carré extérieur, mais vous allez voir que à l'extérieur de ce carré, il y a ce qu'on appelle donc les tribus non chinoises, les tribus non civilisées, c'est-à-dire les tribus barbares. Alors le texte continue, je reviens donc à mon texte. Nous en sommes ici. À partir de là, vous avez le détail de ces tribus considérées comme non civilisées et dont on va voir qu'elles sont en dehors donc du carré formé par par le souverain et ses vassaux autour de lui. Alors vous avez d'abord les Jiuyi Zhiguo, ici, Dongmen Zhiwai, Ximian Beishang. Donc les pays des 9 tribus barbares Yi étaient représentés à l'extérieur de la porte de l'Est, faisant face à l'Ouest, par rang de préséance à partir du nord. Baman Zhiguo, Nanmen Zhiwai, Beimian Dongshang. Donc les pays des 8 tribus barbares Man étaient représentés à l'extérieur de la porte sud, faisant face au nord, par rang de préséance à partir de l'Est. Liurong Zhiguo, Ximen Zhiwai, Dongmian Nanshang, donc les pays des 6 tribus barbares Rong, étaient représentés à l'extérieur de la porte de l'ouest, faisant face à l'est, par rang de préséance à partir du sud. Et Wudi Zhiguo, Beimen Zhiwai, Nanmian Dongshang, donc les pays des 5 tribus barbares Di, étaient représentés à l'extérieur de la porte du nord, faisant face au sud, par rang de préséance à partir de l'est. Enfin, vous avez ici Jiucai Zhiguo, Yingmen Zhiwai, Beimian Dongshang, les pays des 9 territoires d'apanage, c'est-à-dire donc des territoires les plus éloignés de la capitale, étaient représentés à l'extérieur de la porte Ying au sud, faisant face au nord par rang de précédence à partir de l'est. Et enfin, vous avez Sisai, Shi Gaozhi, donc les peuples des 4, enfin les chefs des 4 passes, littéralement, venaient à la cour seulement pour annoncer leur avènement. Donc là, ce sont vraiment enfin, des gens qui sont complètement à l'extérieur du système et qui n'apparaissent qu'épisodiquement à la cour, uniquement quand les règnes changent. Et enfin, la phrase finale, donc, Ci Zhougong Mingtang zhi wei ye, Mingtang ye zhe, Ming zhu hou zhe zun bei ye. Ainsi se présentaient les places ou les positions dans le Mingtang, dans le palais de lumière du duc de Zhou, et on l'appelait Mingtang parce qu'il rendait lumineux, il rendait lumineuse ou claire, Ming, qui veut dire la lumière, donc, il rendait lumineuse la hiérarchie entre les zhuhou, c'est-à-dire les princes feudataires. Zunbei, ça veut dire donc littéralement soit en position élevée, soit en bei, en position basse, donc ce qui veut dire une hiérarchisation. Donc ici, vous avez cet espace commun, mais qui est donc fortement hiérarchisé et qui comprend donc un dedans et un dehors. Vous avez ceux qui sont dedans et ceux qui restent dehors. Et cet espace a été très souvent représenté et schématisé, comme ici par exemple. Vous avez ici Didu, c'est-à-dire donc la capitale impériale, et ensuite donc vous avez les territoires des vassaux qui se répartissent comme ça donc aux 4 orients.
Et vous avez ici aussi une autre représentation, donc avec ici au centre Wangcheng, donc la capitale royale, ou Wangji, le domaine royal, et l'espace qui se déploie donc plus ou moins en carré donc autour. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est justement la façon dont cette centralité chinoise traite donc la périphérie, ce qu'on rejette dehors. Parce que ça, c'est quelque chose qui va intervenir de manière extrêmement importante dans notre propos à venir, c'est-à-dire donc dans la façon dont les Chinois ont envisagé donc les espaces au-delà justement de cet espace chinois fortement centralisé. Comment est-ce que la Chine, au fond, a perçu donc les espaces voisins qui n'étaient pas considérés comme voisins, qui étaient considérés comme au-delà, comme en dehors. Alors, vous avez donc cet autre texte du traité des rites qui parle précisément de cela. Donc, ce texte est tiré du chapitre Wangzhi, c'est-à-dire donc justement des institutions royales. Alors, pour justement la royauté, ensuite donc l'empire chinois, il est important justement d'abord de poser le centre et ensuite de faire son chemin vers la périphérie jusqu'à aller au-delà justement même des délimitations de cet espace civilisé qu'on appelle justement ce que vous avez en premier, donc les Zhongguo. Alors Zhongguo, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, c'est la façon dont la Chine se désigne actuellement. On l'appelle le pays du milieu. Les Occidentaux aiment beaucoup employer l'expression l'empire du milieu. Mais à l'époque, Zhongguo, ce sont en fait les pays du centre, les pays de cette centralité chinoise, par opposition à ce que vous avez tout de suite après, c'est-à-dire les Zhongyi, c'est-à-dire donc les Zhong et les Yi qui font partie justement de ces tribus barbares qui ont été nommées dans le passage que nous venons de lire. Donc, et qui désigne un peu par synecdoque, au fond, donc, les barbares dans leur entier. Donc les pays centraux et les barbares, les Rongyi, constituent donc, ou Fangzhimin, c'est-à-dire constituent les peuples des 5 directions, autrement dit donc des 4 orients plus le centre. Donc au fond, vous avez les Zhongguo, c'est-à-dire les pays centraux qui sont au centre, et les barbares qui sont aux 4 orients à l'extérieur. Et 皆有其性也，不可推移。Donc ces différents peuples des 5 directions ont chacun leur nature propre, Xing. 不可推移, et cette nature propre, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas la changer. Alors, 东方乐仪披发纹身有不伙食者矣. Donc, les peuplades de l'Est, donc les barbares de l'Est, on les appelle Yi. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, Pi Fa Wen Shen, alors là, c'est vraiment le sauvage idéal. Donc, ils laissent leur chevelure répandue sur les épaules, comme moi. Autrement dit, donc, ils ne se nouent pas les cheveux comme les Chinois, c'est-à-dire les Chinois se faisaient des espèces de chignons, donc, et ils se font des dessins sur le corps. Et certains, littéralement, ne cuisent pas au feu leur nourriture. Autrement dit, ils mangent cru.
Ce qui nous rappelle évidemment le fameux essai de Lévi-Strauss sur le cru et le cuit. Hein. Donc vous avez les barbares crus et les barbares cuits. Hein. Bon, ensuite, Nanfang Yueman, Jiaoti Jiaozhi, You Bu Huo Shi Zhi Yi. Alors, les peuplades du sud sont appelées Man. Alors là, j'attire votre attention, c'est peut-être un peu, il faut avoir de très bons yeux, mais vous avez le radical de ce caractère assez compliqué qui se situe ici en bas du caractère. Et ce radical, c'est le radical de l'insecte. Et donc c'est un peu le champ sémantique, si j'ose dire. Ce sont toutes les bestioles qui rampent, hein, ce qu'on appelle en anglais les creepy crawlies, enfin tout ce qui est insectes, vers de terre, etc. Bon, donc ces barbares du Sud sont censés évoquer ça, hein, donc des espèces d'insectes rampants. Et je rappelle aussi que ce caractère intervient donc dans le composé en chinois moderne Yeman, hein, qui veut dire sauvage. Hein, quelqu'un de tout ce qui est Yeman, c'est vraiment la nature sauvage. Hein. Donc ces peuples du Sud qui s'appellent Man, donc eux ils se tatouent le front. Et alors là, jiaozhi, là nous avons une expression, on ne sait pas trop comment l'interpréter, littéralement, ils croisent leurs pieds. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'ils, ça c'est une des interprétations possibles, qu'ils dorment tête bêche. Tête bêche, ça veut dire donc dormir, donc on est couché côte à côte, mais en sens inverse. Hein. C'est-à-dire que quand vous dormez tête bêche, en général, c'est pour gagner de l'espace. Hein. Donc les pieds de l'un se trouvent à la hauteur de la tête de l'autre. Hein. Donc, bien. Donc c'est possible que... Bon, enfin, ils ont cette façon très bizarre de se tenir, en tout cas. Et eux aussi, donc, ils mangent... Enfin, certains d'entre eux mangent cru. Alors, nous continuons notre tour du monde des barbares. Donc, Xi Fang Yue Rong, donc Pi Fa Yi Pi, You Bu Li Shi Zhe Yi. Donc, les peuplades de l'Ouest sont appelées Rong. Je rappelle que ça peut être maintenant un nom de famille en chinois. Peut-être que quelqu'un dans la salle se reconnaîtra. Et ils portent eux aussi donc les cheveux dénoués et parent sur les épaules et sont vêtus de peau de bête. Et certains donc d'entre eux ne mangent pas de grains parce que, je suppose, ils ne cultivent pas la terre. Et enfin, donc, vous avez Beifang Yue Di, Yi Yu Mao, Xue Ju, You Bu Li Shi Zhe Yi. Donc les peuples du Nord sont appelés Di. Alors ici, vous avez dans ce caractère Di le radical qui se situe ici à gauche du caractère et qui est le radical du chien. Donc là aussi, comment dire, allusion aimable donc à la nature de ces gens du Nord, donc, qui vivent comme des chiens. Ils sont vêtus de plumes d'oiseaux et de poils d'animaux, hein, donc on peut supposer qu'ils se couvrent de, je ne sais pas, de duvet, de fourrure, de laine, et habitent dans des cavernes. Et certains non plus ne mangent pas de grains, hein, comme leurs collègues de l'Ouest. Donc, nous résumons donc Zhongguo, Yi, Man, Rong, Di, Jie you anju, He wei, Yi fu, Li yong, Bei qi. Donc, les pays centraux, les Yi, les Man, les Rong, les Di, tous ont chacun à leur manière donc des habitations
où ils se trouvent en sécurité, des aliments qu'ils trouvent à leur goût, même quand c'est cru, des vêtements qu'ils trouvent confortables, même quand c'est des peaux de bête, et des commodités qu'ils trouvent utiles et des instruments, des équipements adéquats. Wu Fang Zhimin, Yan Yu Bu Tong, Shi Yu Bu Tong. Alors, ces peuples des 5 directions ont des. Alors, ça, c'est une indication intéressante. Des langues qui ne communiquent pas entre elles et des shiyu, c'est-à-dire des goûts et des désirs qui n'ont rien en commun. Da qi zhi, tong qi yu, dong fang yue ji, nan fang yue xiang, xi fang yue di di, bei fang yue yi. Pour faire en sorte que leurs intentions s'expriment et que leurs désirs se fassent connaître, donc il y a, on peut supposer, des intermédiaires qu'on appelle à l'est des ji, alors allez savoir, des messagers, au sud des xiang, alors xiang ça veut dire imiter, alors peut-être, je ne sais pas, des mimes, des imitateurs, à l'ouest des Titi, alors là, mystère complet, il semblerait que ce soit un toponyme, un endroit qui était renommé pour ses chanteurs et comédiens, donc là aussi on communiquait peut-être par ce moyen, et au nord donc des Yi. Vous avez ici le mot moderne qui veut dire donc traduction, interprétariat, interprétation. Et là, je suis obligée de m'arrêter là, mais nous allons voir la prochaine fois ce dont il s'agit, parce que là, nous nous disons ah, enfin, donc la Chine a conscience d'une dimension polyglotte. Nous nous approchons vaguement d'une forme de cosmopolitisme, mais pas du tout. Vous allez être très déçus. Donc, à la prochaine fois. Merci et encore bonne année.